C'est exactement ce que ma mère a dit, alors qu'elle jetait le livre d'échecs préféré de mon grand-père dans la poubelle. Elle a même versé son champagne dessus, en riant comme si détruire sa mémoire n'était qu'un jeu. Mais au moment où elle a quitté la pièce, je l'ai repêché. Il pensait qu'elle ne faisait que jeter de vieilles babioles. Il avait tort. À l'intérieur des pages évidées se trouvait la seule chose dont elle ignorait l'existence, le testament original et notarié de Nicolas Vasseur. Il prouvait que l'acte qu'elle utilisait pour vendre la maison était un faux. Il prouvait que je possédais tout. Le domaine, l'argent, la totalité. Elle n'a pas seulement jeté un livre, elle m'a tendu l'arme qui allait la détruire. Avant que je vous dise ce que j'ai fait avec ce livre et comment j'ai utilisé mon silence pour les laisser se détruire eux-mêmes, laissez un commentaire ci-dessous. D'où nous écoutez-vous en ce moment? Je veux savoir qui est dans mon camp. Pour comprendre pourquoi je ne suis pas sorti de cette cuisine en hurlant, vous devez comprendre ce qui s'est passé 1 heure plus tôt. La réception des funérailles touchait à sa fin. L'air dans le salon sentait les lys fanées et le parfum coûteux. J'avais passé les 3 dernières heures à remplir des verres de vin et à prendre des manteaux, invisibles dans ma propre maison. Lorsque le dernier invité est enfin sorti, je me suis approché de ma mère. Elle était assise en bout de la table à manger en acajou, examinant une évaluation immobilière avec un homme que je ne reconnaissais pas, un promoteur qui avait l'air de mesurer le monde en mètres carrés. « Maman » ai-je dit, ma voix calme. Je me demandais si je pouvais avoir le livre d'échecs de grand-père, celui sur le manteau de la cheminée. Il m'a appris à jouer avec. Béatrice leva les yeux, agacée que la domestique parle. Elle jeta un coup d'œil au livre relié en cuir sur l'étagère. Ce truc poussiéreux sent la fumée. Elle l'attrapa. Pendant 1 seconde, j'ai cru qu'elle allait me le donner. Au lieu de cela, elle le jeta sur une chaise en bois dur à côté d'elle. Puis, elle déplaça son poids et s'assit directement dessus. En fait, laisse-le, dit-elle en lissant sa jupe. J'ai besoin d'être rehaussée. Cette table est trop haute pour la négociation. Elle s'assit sur la mémoire de mon grand-père comme si c'était un coussin bon marché. Mon frère Guillaume, appuyé contre le buffet, laissa échapper un rire aigu. Bon usage pour ça, dit-il. Il inclina sa flûte à champagne, et un filet de liquide doré et collant éclaboussa la chaise, trempant le dos du livre. Oups. Mes mains ont glissé. Ils ne m'ont même pas regardé. Ils ont juste continué à parler au promoteur de raser le jardin au bulldozer pour y installer une piscine. Je restais là, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, réalisant que pour eux je n'étais pas de la famille, j'étais un meuble. J'ai attendu qu'ils se déplacent vers le patio pour fumer des cigares avant d'attraper le livre et de courir à la cuisine pour l'essuyer. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le testament à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que la rage s'est enfin clarifiée en quelque chose d'utile. Si je sortais là-bas tout de suite et agitais ce document devant leur visage, je savais exactement ce qui se passerait. Béatrice l'arracherait. Elle le déchirerait, le brûlerait ou prétendrait que c'était une contrefaçon. Cela deviendrait un litige civil. Ce serait ma parole contre la sienne devant le tribunal des successions pendant 5 ans, et elle avait l'argent pour me saigner à blanc en frais juridiques. Le tribunal civil ne suffisait pas. Je ne voulais pas juste la maison. Je voulais la justice. J'ai regardé la couverture mouillée et ruinée du livre. J'ai réalisé que mon silence était plus dangereux que ma voix. Si je restais silencieuse, si je les laissais croire qu'ils possédaient la maison, ils finiraient par essayer de transformer cette propriété en argent liquide. Et au moment où ils signeraient un contrat en utilisant une maison qu'ils ne possédaient pas légalement, ce ne serait plus un conflit familial. Ce serait une fraude. Ce serait un crime grave. J'ai mis le livre dans mon sac fourre-tout sous mon pull de rechange. J'ai essuyé le comptoir. Puis je suis retourné sur le patio, j'ai ramassé leur flûte à champagne vide et j'ai souri. L'avidité est le piège. Mon silence est l'appât. 2 semaines plus tard, le piège a commencé à se refermer. J'étais dans la véranda en train de polir les fenêtres, invisible comme toujours. Béatrice faisait les 100 pas, ses talons claquant agressivement sur le bois dur. La vente de la maison avait rencontré un obstacle. La recherche de titres traînait en longueur parce que les dossiers de succession étaient vieux, remontant aux années 1940. Le promoteur commençait à avoir froid aux yeux. Mais Béatrice ne pouvait pas attendre.
Elle avait des dettes que je n'étais pas censé connaître, des pertes de jeu à Monaco et un style de vie qui nécessitait 10 000 € par mois juste pour maintenir l'illusion de la richesse. J'ai besoin de l'argent maintenant, Guillaume, siffla-t-elle en jetant une lettre sur le bureau. Les créanciers appellent. Guillaume, prélassé sur le canapé avec ses pieds relevés, faisait défiler son téléphone. Alors, obtiens un prêt relais, un prêt privé. Je connais un type. Il ne pose pas trop de questions sur l'historique du titre tant que tu as l'acte et un notaire. Intérêt élevé, mais qui s'en soucie? On rembourse quand la maison sera vendue. J'ai frotté une tache sur la vitre, mon rythme cardiaque s'accélérant. Un prêt privé. C'était rapide, prédateur et agressif. C'était exactement le genre d'erreur qu'une personne désespérée et avide commettrait. Combien? Demanda Béatrice. 500 000 € par virement bancaire. Décaissement immédiat à la signature. Béatrice arrêta de faire les 100 pas. Je pouvais voir l'avidité envahir son visage, lissant les rides d'inquiétude. Fais-le. Organise ça pour vendredi. Ils allaient utiliser la maison, ma maison, comme garantie pour un prêt d'un demi-million. Ils allaient signer des documents juridiques prétendant qu'ils étaient les seuls propriétaires. Ils supposaient que j'étais trop stupide pour comprendre ce que signifiait une garantie. Ils supposaient que j'étais juste Camille, la fille qui nettoyait les fenêtres. J'ai fini le carreau de verre, ramassé mon seau et suis sorti de la pièce. Je suis allé à la buanderie, j'ai fermé la porte et j'ai composé un numéro que j'avais mémorisé il y a 2 semaines. Maître Vasseur, ai-je chuchoté lorsque l'avocat a répondu. C'est en train d'arriver. Ils prennent une hypothèque sur la propriété. Ils signent vendredi. Êtes-vous sûr, Camille? Sa voix était graveleuse et sérieuse. Une fois qu'ils signent ces papiers, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est une fraude bancaire. Ils iront en prison. Je sais, ai-je dit en regardant le reflet de mes propres yeux froids dans la porte de la machine à laver. Laissez-les signer. Le vendredi matin arriva avec le silence lourd et étouffant d'une salle d'audience juste avant la lecture du verdict. J'avais passé les 2 derniers jours à récurer des sols qui n'avaient pas besoin d'être nettoyés, à me donner l'air occupé, à me faire toute petite. J'avais besoin qu'ils me voient comme une partie du mobilier. S'ils me voyaient comme une personne, ils pourraient se souvenir que j'existais. Ils pourraient se souvenir que j'étais une menace. Mais pour Béatrice et Guillaume, j'étais juste la fille qui n'avait pas été à la hauteur. La fille qui nettoyait le désordre pendant que les adultes faisaient des affaires. À 10 heures, la sonnette retentit. Ce n'était pas la police. Pas encore. C'était Monsieur Hérault, l'agent de crédit. C'était un petit homme dans un costume qui avait l'air coûteux mais mal ajusté, le genre de type qui gagnait sa vie sur le désespoir et l'avidité. Il était suivi d'une notaire, une femme au visage sévère et à la mallette lourde. Ils s'installèrent dans la bibliothèque, étalant des papiers sur le bureau en acajou de mon grand-père, le même bureau où il m'apprenait des stratégies d'échecs les après-midi pluvieux. Maintenant, il était utilisé pour vendre son héritage. Je suis entré avec un plateau en argent contenant du café et des biscuits. J'ai gardé les yeux baissés, plaçant le plateau sur la table d'appoint. Béatrice ne m'a même pas reconnu. Elle était trop concentrée sur l'écran de l'ordinateur portable de Monsieur Hérault, ses yeux affamés. Alors, dit Béatrice, sa voix serrée. Une fois que je signe, les fonds sont débloqués? Monsieur Hérault tapa sur quelques touches. C'est exact, Madame Vasseur. Dès que la notaire tamponne l'acte de fiducie et le billet à ordre, j'autorise le virement. C'est un décaissement immédiat. Vous verrez les 500 000 € sur votre compte en quelques minutes. Mais je dois vous rappeler que le taux d'intérêt est agressif. Si vous manquez un paiement. Nous ne manquerons pas de paiement, l'interrompit Guillaume, se penchant par-dessus l'épaule de Béatrice. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et l'arrogance. La propriété est vendue à un promoteur le mois prochain. C'est juste un pont. Nous avons des capitaux propres. Il mentait. Bien sûr, le promoteur s'était déjà retiré à cause des problèmes de titre. Ils n'empruntaient pas d'argent pour combler un écart. Ils empruntaient de l'argent pour s'enfuir. Ils encaissaient un jeton qu'ils ne possédaient pas avant que le casino ne réalise qu'il était faux. Procédure standard, dit Hérault, glissant une épaisse pile de documents vers Béatrice. Signez ici et ici. Paraphez le bas de la page 4. J'ai versé le café lentement,
faisant durer la tâche. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin d'être témoin du moment exact où le crime passait de l'intention à l'action. Béatrice prit le stylo. Sa main ne tremblait pas. C'était la partie terrifiante. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas regardé le portrait de son beau-père accroché au mur. Elle a juste appuyé la pointe du stylo sur le papier et a signé son nom. Béatrice Vasseur, propriétaire. Elle a signé la demande de prêt. Elle a signé l'acte de fiducie. Elle a signé l'affidavit de propriété. À chaque griffonnage de l'encre, elle creusait un trou dont elle ne pourrait jamais sortir. Ce n'était plus seulement mentir à la famille. C'était mentir à une institution bancaire nationale. C'était une fraude au virement. C'était une fraude bancaire. La notaire prit les papiers, vérifia l'identification que Béatrice avait placée sur la table, puis, avec un bruit sourd, tamponna les documents. Le son résonna dans la pièce comme un coup de feu. C'était fait. Le mensonge était maintenant un document légal. Félicitations, dit Monsieur Hérault, tapant la commande finale sur son ordinateur portable. Lancement du virement maintenant. J'ai ramassé le pot à crème vide et je suis sorti de la pièce. Mon cœur battait la mesure contre mes côtes, mais mon visage était de marbre. Je suis allé dans le couloir, j'ai mis la main dans la poche de mon tablier et j'ai touché l'écran de mon téléphone. Il était temps. Un seul carillon joyeux brisa le silence. Il provenait de l'ordinateur portable de Monsieur Hérault. Il fit pivoter l'écran, un sourire graisseux plaqué sur son visage. Transfert terminé. 500 000 €. Viré avec succès sur le compte de Béatrice Vasseur. Ma mère laissa échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot. Elle attrapa le bras de Guillaume, ses yeux fous de triomphe. On l'a fait. Nous sommes riches. Guillaume sortait déjà son téléphone, probablement pour appeler un bookmaker ou un concessionnaire automobile. Je te l'avais dit, dit-il en bombant le torse. De l'argent facile. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, ma main au fond de la poche de mon tablier, mon pouce planant au-dessus du bouton muet de mon écran. J'étais en appel actif avec Maître Vasseur. Il était assis dans une berline au bout de l'allée, et il n'était pas seul. J'avais besoin d'un dernier clou dans le cercueil. J'avais besoin d'une confession verbale pour correspondre à la signature. Maman, ai-je dit, ma voix tremblant juste assez pour paraître pathétique. Alors, l'argent est sur ton compte? Tu as officiellement hypothéqué la maison. Béatrice fit volte-face, son visage se tordant en un ricanement. Elle me regarda comme si j'étais une tache sur son nouveau tapis. Camille, l'argent est à moi. La maison est à moi. Maintenant, disparais de ma vue avant que je demande à la sécurité de te jeter dehors. La sécurité, ai-je demandé, ma voix perdant soudainement son tremblement. Je ne pense pas que tu en auras besoin. J'ai désactivé le mode muet de la ligne. Avez-vous eu ça, Maître Vasseur? Fort et clair, Camille. Sa voix grésilla à travers le haut-parleur. Éloignez-vous de la porte. Je me suis écarté. La porte d'entrée ne s'est pas ouverte. Elle a explosé vers l'intérieur. Ce n'était pas un coup poli. C'était une descente de police. 4 agents en veste de la police judiciaire entrèrent dans la bibliothèque avec la précision d'une masse, suivis de près par le procureur et Maître Vasseur. Police judiciaire, cria l'officier principal. Éloignez-vous du bureau. La pièce se dissolut dans le chaos. Béatrice hurla, laissant tomber sa tasse de café. Elle se brisa, éclaboussant de liquide sombre ses chaussures coûteuses. Guillaume essaya de reculer précipitamment, renversant sa chaise. Qu'est-ce que c'est que ça, hurla Béatrice, pointant un doigt tremblant vers les agents. Qui êtes-vous? Sortez de ma maison. Ce n'est pas ta maison, Béatrice, ai-je dit en marchant vers le centre de la pièce. J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti le livre d'échecs. J'ai ouvert la couverture évidée et retiré le document que je protégeais depuis 2 semaines. Ceci est le testament original de grand-père. Notarié, enregistré et tout à fait clair. Je l'ai tendu à l'agent principal. Mon grand-père m'a tout légué. Ma mère vient d'utiliser une propriété qu'elle ne possède pas pour garantir un prêt bancaire majeur. C'est une fraude au virement. C'est une fraude bancaire. La réalisation frappa la pièce comme une vague physique.
Mais la meilleure réaction ne fut pas celle de Béatrice. Ce fut celle de Monsieur Hérault. L'agent de crédit regarda des insignes au testament, et la couleur quitta son visage. Il réalisa qu'il venait de faciliter un crime. Elle m'a dit que le titre était propre, hurla Hérault, attrapant son ordinateur portable et le brandissant vers les agents comme un bouclier. J'ai les courriels. Elle a juré qu'elle avait l'acte. Je ne vais pas tomber pour ça. Vous pourrez expliquer cela au juge, dit l'agent en prenant l'ordinateur portable. Un agent s'avança vers Béatrice. Elle recula brusquement, stupéfaite. Non, ne me touchez pas. Je suis Béatrice Vasseur. C'est ma maison. Béatrice Vasseur, dit l'agent d'un ton égal, la retournant et verrouillant les menottes autour de ses poignets. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, fraude bancaire et usurpation d'identité aggravée. Ce déclic était meilleur que l'argent, meilleur que la maison. C'était le son des conséquences arrivant enfin. Ma mère me fixa comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. La bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés, puis elle cracha. Espèce de petite sorcière. La vérité est patiente, maman, ai-je dit froidement et fermement. Et elle vient juste de manquer de temps. Alors qu'il la dirigeait vers la porte, j'ai expiré pour la première fois depuis des mois. C'était fini. La maison était sauvée. Le monstre était enchaîné. J'avais oublié une chose. Les monstres voyagent en meute. Officier, attendez. La voix de Guillaume était douce, presque ennuyée. Il se leva, brossa les peluches de son blazer et ouvrit sa mallette comme s'il avait attendu son signal. Vous arrêtez la mauvaise personne. Reculez, monsieur, avertit l'agent principal. Je crains de ne pas pouvoir. Guillaume produisit un document estampillé d'un lourd sceau officiel et le remit avec un sourire en coin. Ma sœur Camille n'a pas la capacité juridique d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Depuis 9 heures ce matin, elle est sous tutelle de l'État. L'agent scanna la page, fronçant les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Une ordonnance de tutelle d'urgence, annonça Guillaume à la salle. Délire paranoïaque sévère, fabrication de souvenirs, antécédent de fabrication de preuves. Il se tourna vers moi, la pitié collée sur son visage. C'est bon, Camille. Tu fais une crise. Nous allons te trouver de l'aide. La pièce devint glaciale. L'agent regarda de l'ordonnance à moi, puis aux menottes de Béatrice, et hésita. La signature d'un juge avait du poids. Si j'étais incompétente, mon témoignage était nul. Le testament était suspect. L'arrestation pourrait être prématurée. Monsieur, dit l'agent à maître Vasseur, cette ordonnance est signée par le juge Meunier. Elle accorde la garde temporaire immédiate de Camille Vasseur et de son patrimoine à Guillaume Vasseur. Nous devons suspendre ceci. Béatrice arrêta de se débattre et se redressa, un sourire cruel revenant. Je te l'avais dit, me siffla-t-elle. Tu es malade. Tu as toujours été malade. Pendant 10 secondes terrifiantes, seule l'horloge de grand-père bougea. Je sentais les murs se refermer. C'était leur coup de maître. M'enfermer. Me réduire au silence par des médicaments. Vendre la maison pendant que je ne pouvais pas riposter. J'ai regardé maître Vasseur. Il n'avait pas l'air inquiet. Il avait l'air ennuyé. Officier, dit maître Vasseur en s'interposant entre Guillaume et l'agent. Avant d'appliquer cette ordonnance, lisez l'addenda au testament de Nicolas Vasseur. Clause 14, sous-section B. Nous l'appelons la clause de compétence. Guillaume ricana. Un testament ne l'emporte pas sur une ordonnance du tribunal, vieil homme. Si, lorsque l'ordonnance a été obtenue par parjure, claqua Vasseur, sortant un deuxième document. Nicolas avait anticipé cela. Tout bénéficiaire qui conteste l'état mental d'un autre bénéficiaire doit se soumettre à un polygraphe sous serment, et l'accusateur doit prouver l'incapacité avec une évaluation légitime actuelle. Nous avons une évaluation, aboya Guillaume en agitant un papier. Le docteur Schwartz a signé un affidavit ce matin. Docteur Schwartz. Vasseur haussa un sourcil. Le même docteur Schwartz qui a perdu sa licence en Suisse pour fraude à l'assurance? Choix intéressant. Parce que nous avons une évaluation, nous aussi. Il tendit un dossier à l'agent. Camille a volontairement complété une évaluation psychiatrique légale complète hier après-midi, menée par le docteur Évrard,
le psychiatre en chef de l'État. Esprit sain, intelligence supérieure, tout à fait capable de gérer son patrimoine. L'agent compara les documents, un affidavit tremblant d'un médecin discrédité utilisé pour précipiter une ordonnance d'urgence contre une évaluation officielle propre datée d'il y a 24 heures. Grand-père avait toujours 3 coups d'avance, ai-je dit, ma voix coupant la tension. Il ne m'a pas seulement laissé de l'argent. Il m'a laissé un bouclier. L'hésitation de l'agent s'évanouit. Il regarda Guillaume. Le sourire en coin de Guillaume s'effondra. Il fixa le papier comme s'il était devenu toxique. Je ne savais pas, le médecin a dit. Retournez-vous, ordonna l'agent. Les mains dans le dos. Non. Guillaume trébucha en arrière contre le bureau. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le tuteur. Je suis le... Les menottes se fermèrent brusquement et mirent fin au discours. Tu n'es pas un tuteur, Guillaume, ai-je dit alors qu'il le faisait sortir juste à côté de notre mère. Tu es juste un autre pion. 6 mois plus tard, la moisissure et le champagne éventé avaient disparu, remplacés par de la peinture fraîche, du sel de mer et quelque chose de plus tranchant, la justice. Le prêt privé est mort au moment où l'acte d'accusation a atterri. Les banques n'appliquent pas les contrats liés à des crimes, surtout lorsque la garantie a été volée. Le titre est propre maintenant. La maison est à moi, légalement, moralement, complètement. Je n'ai pas vendu Beau Rivage. Cela aurait été facile, rentable. Mais grand-père ne m'a pas laissé cet endroit pour encaisser. Il me l'a laissé pour faire valoir un point. Je rénove les laits. Au printemps prochain, ce ne sera pas seulement un domaine. Ce sera le sanctuaire Nicolas Vasseur, une maison de transition pour les femmes fuyant les abus financiers. Je prends la prison que ma mère a construite et je la transforme en forteresse pour des gens comme moi. Sur le balcon, le vent dans mes cheveux, je sirote du Earl Grey dans la tasse en porcelaine prisée de Béatrice. Celle qu'elle gardait enfermée. Celle pour laquelle elle a hurlé quand j'avais 12 ans. Elle a meilleur goût maintenant. À l'intérieur, la bibliothèque est restaurée. La tâche est partie. L'échiquier de grand-père est installé en milieu de partie. Sauf que j'ai fait un changement. 2 pions noirs manquent. Mon téléphone vibre. Une tentative d'appel en PCV depuis la prison du comté. Béatrice appelle chaque semaine. Parfois, Guillaume essaie aussi. Ils veulent de l'argent pour la cantine. Ils veulent t'expliquer. Ils veulent me blâmer. Je ne discute pas. Je n'enrage pas. J'ouvre mes contacts, appuie sur « Mère » et clique sur « Bloquer ». Puis je fais la même chose pour « Frère ». Je n'ai pas seulement hérité d'une maison, grand-père. J'ai hérité de ma dignité. J'ai hérité du droit de dire non. Ils pensaient que j'étais faible parce que j'étais silencieuse. Ils pensaient que j'étais stupide parce que je versais du café pendant qu'ils complotaient. Ils ont oublié ce que tu m'as appris. Aux échecs, les pièces silencieuses sont souvent celles qui tendent le piège. Vous n'avez pas besoin de renverser l'échiquier pour gagner. Il suffit de laisser votre adversaire faire le mauvais mouvement. Je prends une dernière gorgée, regarde l'horizon gris, puis reviens à l'échiquier. Échec et mat, grand-père. Si vous avez déjà dû déjouer un tyran qui vivait sous votre toit, partagez cette histoire. Faites-leur savoir que nous observons et que nous sommes patients.